Salut à tous mes amis, bienvenue sur ce 7ème épisode de la critique du mois. Sachez pour commencer qu'en cet épisode, nous ne sommes jamais tombés à un niveau aussi bas. Allez, commençons par le contexte. Bon, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler une fois de l'histoire de Quasimodo. Si c'est pas le cas, laissez tomber cette vidéo et partez tout de suite vous renseigner sur ce bonhomme. C'est vraiment un joyeux narratif. Et ce joyeux narratif a été écrit par nul autre que l'un des plus grands auteurs français de tous les temps, j'ai nommé Monsieur Victor Hugo. Publié en 1831 pendant le siècle d'or de la littérature qui ont vu publier des œuvres majeures comme Germinal de Zola, Frankenstein de Mary Shelley ou encore Dracula de Bram Stoker, Victor Hugo frappe d'un grand coup avec ce bouquin qui deviendra par la suite l'un des plus grands classiques de la littérature française. Tellement classique que le livre sera décliné en 24 adaptations différentes, dont 7 sur le grand écran, et parmi ces 7 adaptations, j'en ai vu 3. Et si vraiment vous ne deviez n'en retenir qu'une, il s'agirait de l'adaptation de Jean Delanoë en 1956. Je vous en conjure, foncez, c'est de l'ultra excellente qualité. Malgré tout, la plus connue d'entre elles restera probablement l'adaptation de Walt Disney en 1996, qui aura tout de même permis d'inscrire cette histoire dans la culture de base. Honnêtement, malgré le fait que le film est adouci par moments le propos de l'histoire originale, le scénario reste d'une richesse saisissante et conserve un ton assez rare chez un film d'animation Disney, avec des thématiques très adultes et plutôt historiquement cohérentes. Je trouve personnellement qu'il s'agit ni plus ni moins de l'un des meilleurs classiques d'animation Disney, et ce malgré les quelques défauts dont souffre le film. Et puis arrive Bradley Raymond, éternel spécialiste dans les studios Disney comme Pocahontas 2 ou Le Roi Lion 3. Et il se dit que ce serait potentiellement génial de réaliser la suite des aventures de légendaire bossu. Et... Globalement, Disney est assez légendaire pour ses mauvaises suites, mais celle-ci atteint un niveau de nullité particulièrement exceptionnel. Si exceptionnel que... je sais vraiment pas par où commencer, enfin voilà quoi. Premièrement, parlons d'un des points les plus fâcheux du film. L'animation. En fait, enfin... Extrait. Oh la vache! Ça commence bien. Bon, c'est manifestement animé sur 5 images par seconde, les couleurs sont trop vives, les mouvements de caméra sont assez immondes et la perspective... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que nous avons fait? Mais nom de Dieu, mais... Ma théorie quant à cette horreur, c'est que les producteurs savaient qu'ils faisaient de la merde et ils ont volontairement coupé dans le budget en supprimant une grosse partie des images destinées à l'animation. Budget qui m'est d'ailleurs parfaitement inconnu, mais comme le film n'a pas connu de sortie cinéma, c'est qu'il devait pas voler très haut à mon avis. En tout cas, le résultat, une animation peu fluide avec des mouvements sacrément vilains et des dessins pour la plupart bâclés, en particulier sur les personnages humains. C'est quand même vachement triste d'en arriver à de pareilles conclusions après seulement 3 minutes de chronique. Le reste ne vaut pas mieux non plus. Vraiment pas. Non mais je vous préviens, hein, le reste de la réalisation n'a rien à envier non plus. Et le scénario, encore moins. Bon, alors les personnages, en plus de leur animation particulièrement dégueulasse, sont atrocement plats et n'ont aucune once d'évolution à travers le film. Pour les 3 personnages rajoutés, à savoir Madeleine, Zach et Sarouche, je veux pas dire que c'est de la merde, mais... bah, en fait si, c'est de la merde. Commençons par le pire, Sarouche, qui est le principal antagoniste du film. En gros, c'est un arnaqueur du Moyen-Âge utilisant des tours de magie pour subtiliser l'attention de ses spectateurs, pendant que ses sbires dérobent les objets précieux de ces derniers. Et son plan, c'est de s'emparer de... la fidèle. En effet, l'un des enjeux principaux du film concerne cette grande cloche qu'on appelle la fidèle. Une cloche incrustée de pierres précieuses et de joyaux. À l'intérieur de la cloche. Oui, vous avez parfaitement entendu, à l'intérieur de la cloche. Et vous savez quoi? Même Sarouche trouve ça absolument stupide en voyant la cloche. Cette Madeleine, quelle idiote! Regardez cette horreur! Et vous l'aurez compris, Sarouche utilise Madeleine et son beau cul, sa belle bouille, pour détourner l'attention de Quasimodo pendant que Monsieur se masturbe allègrement sous sa cloche. Le problème, c'est que la Madeleine est une pauvre petite fille à sa maman qui a une âme d'artiste et un tout petit cœur qui bat au son des cloches de Notre-Dame. Ah... Et la petite Madeleine tombe peu à peu amoureuse de notre bossu. Et... Quoi? Mais vous comprenez ne serait-ce que le 17ème cas de l'intégrale de la somme et les idées du livre? Ou vous foutez juste de ma gueule? Qui a écrit cette merde? Qui? Je veux qu'il était là tout de suite! D'après le générique, il s'agit de Jules Selbo, Philippe Tolber et Cindy Marcus. Qu'on leur coupe la tête! Pardon, mais... Pourtant j'aurais dû le savoir que c'était une idée de merde. La bande-annonce nous prévenait. Le bossu de Notre-Dame 2. Découvrez le cirque des voleurs et leur chef Sarouche,
qui prépare un complot diabolique. Là-haut dans la tour est une cloche d'une valeur inestimable. Pourquoi devons-nous toujours voler? Mais quand Sarouche envoie Madeleine, son assistante, exécuter son plan machiavélique, Laquelle s'appelle la fidèle? elle découvre que l'amitié de Quasimodo Penses-tu vraiment que je possède en moi plus que ce que tu vois? est le plus beau des trésors. Voilà ma théorie quant à l'écriture d'un pareil scénario. Non, pas ce moment-là. Les gars. L'abus d'alcool ou de drogue est dangereux pour la santé. Ne subissons plus, luttons. Mais surtout, qu'est-ce que c'est mal écrit? Waouh! Non mais vraiment, à ce stade, c'est du niveau olympique. Je veux dire, je crois en toute honnêteté que je n'ai jamais vu un film aussi mal écrit de toute ma vie. Je pèse mes mots. Et plutôt que de vous expliquer pourquoi, je vous propose de découvrir en amont le top 10 des meilleures répliques du film. Tout ce que j'ai à faire, c'est être belle et me taire. La-di-dou, mo-di-dou. Oh, c'est magnifique! Un chapeau cloche à 2 tons. Si j'osais, je m'embrasserais. Mais je pourrais tomber amoureux. Illusionner leur illusion. Splendide! Je suis riche, riche! Je me demande si on fait des sous-vêtements en diamant. Mais au fait, j'y pense. Une série de larcins commence au moment où le cirque arrive en ville. Coïncidence? Non, je ne le crois pas. C'est merveilleusement horrible et horriblement merveilleux. On dirait le parfum d'une fleur. C'est merveilleux. C'est du romarin. Et abracadabré leur cadabra. Honnêtement, c'est parfois du même niveau d'écriture que... D'autant que le film est très incohérent avec lui-même. Par exemple, en début de film, ils disent que le festival de l'amour aura lieu le lendemain du jour où se passe l'action. Alors que le film se clôt effectivement sur ce fameux festival de l'amour, qui a lieu le surlendemain. Alors c'est probablement une erreur de doublage, mais ce que ça traduit, c'est quand même que les doubleurs français n'en avaient rien à carrer du film. C'est grave quand même. Et si c'est une erreur de scénario, alors merde quoi, si c'est pour ce résultat-là, on ne tente pas réaliser le film, ça vous fera économiser du temps et de l'argent. Et puis, faut avouer qu'on a quand même affaire à une niaiserie non permissible. À un moment, Madeleine est arrêtée et envoyée en prison accusée du vol de la fidèle, tandis que Sarouche se fait réellement la malle avec la dite cloche. Vous savez quelle serait la sentence pour suspicion de vol d'une icône religieuse majeure en 1488 après JC? Non, sérieusement. Devinez. Voilà. Mais n'oublions pas, mes chers amis, que nous sommes dans un film d'animation Disney. Qu'est-ce que Walt Disney Pictures nous ressort à quasi chaque tome de sa massive cinématographie? Qu'est-ce qui les rend pour la plupart si immortels, intemporels? Des chansons. Mais oui, des chansons. Et dans le bossu de Notre-Dame 2, les 6 chansons présentes sont aussi agréables que ça. Ta gueule! Mais putain de bordel! Investissez-vous un minimum dans votre film! Mais moi, qui chante comme une pique, je peux pas faire mieux! Je crois avoir fait le tour de ce que je peux dire. Monster, t'as quelque chose à ajouter ou bien... Salut à tous, c'est Monster, et aujourd'hui on va parler de la musique du bossu de Notre-Dame 2. Composé par Carl Jackson, ces compositions n'ont certes pas le mérite d'égaler le grandiose de celle de Alan Menken pour l'épisode précédent, mais restent plutôt correctes vis-à-vis du film indépendamment des chansons qui par contre me donnent simplement l'impression qu'il s'est bien fait fister par le Great Khali alors qu'il essaie de les composer. Eh ben Monster, t'as pas l'air investi aujourd'hui. Ton film a complètement plombé le moral, je crois. Et tu comptes faire quoi du coup? J'ai bien une idée. Moka,
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué mes amis, mais depuis le début de la chronique, je me suis efforcé de ne pas comparer le bossu de Notre-Dame 2 avec son prédécesseur de 1996. Voici venu le moment d'en finir une fois pour toutes, d'anéantir cette suite minable, porter le coup de grâce. Voici venu le moment de la comparaison avec le bossu de Notre-Dame, promu du nom. Revenons sur chaque point abordé précédemment et commençons déjà par l'animation. Quand on regarde l'animation des deux films, la différence est déjà frappante pour ce qui est des détails, mouvements et perspectives. Alors que le premier film a été réalisé 6 ans avant sa suite. Je tiens à rappeler que la sortie précédente de Disney, c'était Atlantide l'Empire perdu. Et niveau animation, ça se pose là quoi. Mais surtout, le premier bossu de Notre-Dame avait l'intelligence d'utiliser l'animation comme outil de mise en scène. Le meilleur exemple restera la scène où Frollo interprète Infernal. Transition parfaite pour la comparaison des deux antagonistes du film, Frollo et Sarouche. Pour faire simple, c'est comme sur ma scène d'Adolf Hitler à Bernard Tapie. Les deux sont des salauds certes, mais je suis pas sûr qu'ils jouent dans la même cour de récré. Si tu vois ce que je veux dire. Même chose pour Madeleine, et j'ai plus l'impression de revoir une Esmeralda bis avec les couilles arrachées par combustion, juste avant que celle-ci ne se fasse rouler dessus par 177 à 180 à l'atterrissage. Et les personnages sont d'un niais. Au moins pour Zack, le fils d'Esmeralda de Phébus, ça peut se comprendre. Mais que tous les personnages, y compris ceux issus de l'épisode précédent, soient concernés par cette connerie scénaristique, devant les thématiques très adultes du premier film, bah c'est juste navrant quoi. Et puis le scénario, bordel de couilles de merde. Rien le fait que Quasimodo Pécho constitue un tel manque de respect envers l'œuvre originale de Victor Hugo. Déjà qu'on avait jugé que l'adaptation de Disney avait trop adouci les propos de l'œuvre originale, mais là, je crois que profaner la tombe de Monsieur Hugo serait 1000 fois plus respectueux que d'écrire cette merde. Bien sûr, je ne crache pas sur le message du film, qui n'est d'ailleurs pas si pourrave. Même le grand rival de Quasimodo, à savoir la créature de Frankenstein, a lui aussi trouvé le grand amour. Sauf que sa fiancée n'est autre que son clone au féminin, ce qui sert totalement le propos original du livre de Mary Shelley. D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve génial le fait que le bossu de Notre-Dame rende un hommage à Frankenstein lors de cette séquence, qui est une scène très connue et reprise de nombreuses fois au travers du cinéma, surtout dans le cinéma de Tim Burton. À ce propos, foncez sans plus attendre voir Frankenstein et la fiancée de Frankenstein réalisé par le talentueux James Whale avec Boris Karloff dans le rôle titre, un de mes acteurs préférés. Foncez mes amis, c'est de l'excellente. Fin de parenthèse. Du coup, je trouve que le fait que Quasimodo parvienne à trouver quelqu'un de parfaitement normal ne fait que détruire ce qui le rendait unique, car par ce geste d'union symbolique, Quasimodo devient alors un citoyen de Paris banal et dénué d'intérêt, là où sa laideur et sa forme disgracieuse le rendaient unique et ouvert à un monde différent qui était le sien. Un autre truc qui est bien énervant dans ce film, c'est l'abus de tout ce qui a marché dans le premier film, comme le gag du cheval et surtout celui des gargouilles. Vous allez vraiment les détester après ce film, parce que une fois, oh c'est marrant. 2 fois, bon, ça devient lassant. 25 fois, ça devient chiant en fait. Mais genre vraiment. Et enfin sur le plan musical, les chansons sont clairement composées avec le cul. Et même s'il y en a que 2 qui sortent réellement du lot dans le premier film, au moins la plupart d'entre elles ne sont pas aussi honteuses. Et puis passer des grosses compositions majestueuses de Alan Menken ponctuées par des orgues et des chœurs déchaînés pour arriver sur quelques carillons de cloches par-ci par-là et des compositions parfaitement oubliables, bah c'est dommage quand même. Surtout que le thème de Claude Frollo était vraiment énorme. En bref, ce film est en tout point inférieur à son prédécesseur, mais là où le premier film avait fortement adouci le propos du livre de Monsieur Hugo, malgré le fait qu'il reste l'un des longs métrages d'animation les plus adultes de Disney dans ses thématiques, celui-ci chie littéralement à la gueule du film de 1996 et en même temps à l'histoire même du bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame 2 est un film morné et je ne comprends pas l'intérêt de réaliser pareil film, surtout quand l'équipe de réalisation ne semble s'investir aucunement dans le projet. Il est maintenant temps de rendre mon jugement concernant cette aberration cinématographique. Silence dans la salle! Bien! Messieurs, les preuves retenues devant la cour sont indiscutables. Il n'est pas nécessaire que le jury se retire. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu pareille abomination méritant l'application totale et sans condition de la loi. La façon dont vous avez fait souffrir le public non averti par votre intrépide médiocrité me donne simplement envie de déféquer. Cependant, mon ami, vous avez révélé votre plus grande peur. Je vous condamne à être brûlé par le feu sur le parvis de Notre-Dame! Qu'on le brûle! Ta gueule!
Et voilà pour ce 7ème épisode de la critique du mois, j'espère que celui-ci vous aura plu. Vous savez que vous pouvez soutenir la chaîne YouTube en donnant votre avis dans les commentaires, en vous abonnant à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes, et surtout en la partageant tout autour de vous, mes amis. Je vous rappelle que c'est à vous de me proposer les films et thématiques dont je parlerai dans la critique du mois, mais évitez tout de même de me proposer un film d'animation parce que j'ai déjà fait mon choix pour le prochain épisode. Et sur ce, je vous souhaite de bien vous porter jusqu'au prochain épisode. Salut, salut.